Donc mon métier, ma formation de départ, c'est une formation de psychologue, voilà. Et puis j'ai fait toute autre chose dans ma vie. Ensuite, je me suis intéressé au monde de l'entreprise, et puis je me suis tellement intéressé au monde de l'entreprise et d'une entreprise spécifique qui était celle de la presse et des magazines, que je suis tombé dedans et je suis devenu éditeur de presse à un moment donné. Et puis c'est pas facile d'être un éditeur de presse. Alors je m'y suis risqué et puis je m'y suis bien tombé. Et puis à force de tomber, eh ben, je me suis relevé, et quand j'ai relevé la tête, j'avais l'idée de revenir à mes premières amours, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir un cabinet de consultation en, on va dire, modification comportementale. Voilà, j'y ai mis un petit peu d'hypnothérapie pour pouvoir accélérer certaines choses. Et puis aujourd'hui, je me complète, on va dire, dans une approche peut-être un peu plus analytique. Voilà, on va dire ça comme ça, en reprenant en effet une attitude peut-être plus psychanalytique de tout ça. Donc en gros, je fais aussi pas mal de conférences. De temps en temps, pardon, j'écris des petites choses. Et puis mon parcours, il est un peu à l'image de ce que j'ai vécu aussi moi-même. Donc je passe beaucoup de temps avec les gens toute la journée. On vient modifier quelque chose, on vient essayer de trouver des solutions, et puis j'essaye de leur donner. Voilà. Alors en ce moment, c'est vrai, je ne vais pas en parler beaucoup, mais juste dire que les sollicitations sont multiples parce qu'il y a des gens qui ont envie de parler, et puis c'est très important de vouloir parler, de vouloir échanger, de dire qu'on est là, qu'on est vivant, qu'on a envie de faire plein de choses, qu'il y a plein de choses aussi à vivre. Et puis éviter soi-même cette fermeture qui, en boucle, comme ça, comme on le fait tous naturellement, va nous emmener à des formes de psychose intérieure, et puis après, il se passe plein de choses. Alors, ce soir, justement, moi je trouve que c'est une belle initiative, et on va parler du voyage. Alors évidemment, un voyage intérieur, mais aussi un voyage extérieur, pourquoi pas. Alors, juste pour une petite plaisanterie, en fait, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup voyager, et dès que j'avais 3-4 sous, comme on disait à l'époque, je partais faire un petit voyage. Je voyageais beaucoup, à travers parfois l'Europe. Quand j'en avais la possibilité, j'allais un peu plus loin. Et puis, à un moment donné, j'avais un de mes amis qui m'avait surnommé comme ça l'idiot du voyage. Je trouvais ça joli, en fait. C'était une façon de dire les choses. Il y a un chanteur français qui dit « C'est pas moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeur et passage, c'est le métier qui me plaît. » Et cette formule, elle est intéressante parce qu'elle nous renvoie à quelque chose d'important. C'est qu'en fait, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi en fait avons-nous envie de faire ces voyages? Alors, on a des réponses multiples. Elles sont dans l'inconscient collectif. On peut avoir envie de faire un voyage pour se faire plaisir, comme une récompense. On peut avoir envie de faire un voyage pour emmener quelqu'un en voyage. On peut avoir envie de faire un voyage pour se changer les idées. On peut avoir envie de faire un voyage pour plein de raisons diverses et variées. Et puis on s'aperçoit de quelque chose, c'est qu'en fait, le voyage, il est un peu, à un moment donné, fusionné avec le voyageur. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus tellement analyser l'endroit où on va aller, mais on va plutôt se focaliser sur les moyens qui vont nous permettre d'aller quelque part. Et puis on voit que petit à petit, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a un mélange. On ne devient plus forcément voyageur, c'est-à-dire découvreur, c'est-à-dire mettre en soi la capacité de regarder avec un œil neuf ce qu'on va découvrir, mais on vient surtout comme quelqu'un qui va faire en sorte de se rassurer. Alors c'est étrange et même un peu paradoxal. En fait, on voudrait découvrir, mais en même temps être toujours rassuré. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça nous rappelle un peu le voyage avec l'autre aussi. C'est-à-dire que le parallèle que je vais faire ce soir, c'est un parallèle entre le chemin intérieur qu'on est en train de faire quand on rencontre quelqu'un, et puis en même temps, le voyage extérieur qu'on croit faire lorsqu'on va partir peut-être à l'autre bout du monde. Alors qu'on rencontre ou qu'on vit avec quelqu'un, un ami ou autre chose. Il n'y a pas de ségrégation dans ce rapport-là. Donc les rivages sur lesquels je vous emmène sont un peu escarpés, parce qu'en même temps il y a un peu de soi, il y a un peu de l'autre, il y a de la distance, pas autant qu'on le pense. En fait, cette espèce d'éloignement qu'on croit avoir, parfois on peut l'avoir à deux, beaucoup plus important, et juste à côté de chez soi. Donc, ce n'est pas les voyages qui m'ont fait, c'est pas moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Oui, parce que l'idée même du départ du voyage, en fait, c'est assez récent. Pour raconter un peu l'histoire du voyage en quelques mots, on s'aperçoit que l'idée même du voyage
est née, on va dire, au XVIIe, XVIIIe siècle, majoritairement, et qu'ensuite il y a eu une grande disparition de cette idée de voyage, et qu'elle s'est vraiment réaffirmée, en tout cas sous une forme beaucoup plus populaire et accessible, autour du XXe siècle, notamment au milieu du XXe siècle. Qui faisait les voyages, si je puis dire, autour du XV, XVI et XVIIe siècle? Eh bien, c'était surtout les intellectuels. Voilà. Montaigne partait en Italie, un autre allait à la découverte de telles choses, et puis nous ramener des histoires, nous ramener en effet des scènes de vie. Au XVIIIe siècle, quand Voltaire va par exemple à Lisbonne, eh bien, il va créer le journalisme. C'est lui qui va être, entre guillemets, l'inventeur du fait journalistique. On va faire un tout petit comparatif avec ce qui se passe aujourd'hui. Imaginez un monde dans lequel il n'y ait pas BFM ou iTélé ou Internet. Et puis donc, on pouvait mettre évidemment des semaines et des semaines à prendre conscience de ce qui pouvait se passer à quelques centaines de kilomètres de chez soi. Eh bien, un jour, il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne, au milieu du 18e, dans les années 1730 et quelques, et ce tremblement de terre a fait des milliers de morts. Et en fait, Voltaire décide d'aller sur place. Et il revient en relatant tout ce qui s'est passé. Et c'était la première fois qu'on avait une scène qui racontait des choses qui pouvaient se passer à tant de kilomètres de ça. Et donc, Voltaire va à travers ça raccourcir la distance. Il va donner l'idée qu'on peut aller quelque part pour pouvoir prendre une information et donc revenir avec d'autres types d'informations et créer un peu ce système de mélange. En fait, le voyage, c'est un peu comme une respiration. Une respiration, c'est aussi une capacité de communiquer avec l'autre. Imaginez ce que c'est qu'une respiration que nous faisons tous en permanence toute la journée sans même nous en rendre compte. Si j'inspire, je vais prendre une partie de l'extérieur. Ensuite, je vais le bloquer à l'intérieur quelques millisecondes. Et puis lorsque je vais expirer, je vais renvoyer une partie de moi. Ça veut dire qu'en fait, sans s'en rendre compte, je vais créer instinctivement une communication avec l'autre en permanence. Donc je vais prendre de l'extérieur, je vais le ramener à l'intérieur, et puis ensuite, je vais le ramener à l'extérieur. Mais ce qui va repartir à l'extérieur, il y aura une toute petite partie de moi. Et bien, l'idée du voyage, elle est faite autour de ça aussi. Je vais quelque part, je prends une partie de moi, je vais rencontrer une partie de l'autre, et puis lorsque je repartirai, ben, il y aura quelque chose d'autre. Je ne serai plus tout à fait moi, ça ne sera plus tout à fait ce que je ne connaissais pas, et j'aurai donc évolué de quelque chose, de quelques millimètres dans mon être. C'est une rencontre. C'est une rencontre à travers des paysages, à travers une forme d'inconnu qu'on maîtrise de plus en plus. Imaginez, encore une fois, au début du XVIIIe ou du XVIIe siècle, on partait avec des cartes approximatives. On pouvait mettre des semaines à traverser une montagne. On ne savait pas ce qui se passait. Si vous avez vu un film qui commence à dater et qui s'appelle « Les plus beaux matins du monde », vous pouvez voir cette scène qui est assez magique, où donc on fabriquait des instruments de musique qui s'appelaient des viols de gambe, qu'on pourrait assimiler aujourd'hui à une forme de contrebasse. Et puis il y avait un artisan majeur qui les fabriquait avec brio, et pour cela il fallait le chercher à travers un petit village de France. Eh bien, un jour, il y a un artiste qui décide de s'en faire offrir une, alors il traverse la moitié de la France, et ça lui prend bien sûr plusieurs mois. Et lorsqu'il arrive devant la boutique de celui qui fabrique, il y a un jeune homme qui lui dit « Je crois qu'il n'est pas là ». Alors il regarde et puis il dit « Je pense que je vais attendre ». Oui. Et il a attendu plusieurs semaines, et quand il est arrivé, donc le fabricant, il lui a dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Et l'autre lui a dit « Je vous attendais ». Voilà. Alors, imaginez ce que pouvait être la rencontre et ce que pouvait être le voyage. Tout ce qu'on pouvait comprendre, retenir, percevoir lorsqu'on traversait un pays. Aujourd'hui, bien évidemment, nos vies nous empêchent de faire cela. À part quelques voyages particuliers qui sont des rendez-vous qu'on va qualifier d'un petit peu plus spirituels, si on peut le dire, comme par exemple le pèlerinage de Saint-Jacques ou d'autres qui existent comme ça. On va prendre le temps, en effet, sur la route, non pas d'avoir le but. Finalement, on s'aperçoit que le but dans le voyage n'a quasiment aucune importance. Ce qui va être important, ça va être le chemin. Et cette rencontre avec soi-même au bout, c'est un petit peu ça, le parcours du voyage intérieur et du voyage extérieur. Le but, on va l'oublier, même si dans nos vies, on a l'impression qu'on doit toujours avoir des objectifs, ce qui n'est pas faux. On doit toujours se formaliser à vouloir obtenir quelque chose, ce qui n'est pas faux non plus. Mais finalement, quand on a dépassé la notion d'objectif, quand on a dépassé la notion de vouloir atteindre quelque chose,
on s'aperçoit qu'un peu plus qu'au milieu de sa vie, lorsque la sagesse doit un petit peu plus nous rattraper que la vitesse, que finalement, le plus beau dans tout cela n'est pas forcément les buts qu'on a pu atteindre ou passer à côté, mais plutôt le voyage qui nous a permis de vouloir atteindre ces buts. Et puis toutes les rencontres qu'on va faire. Voilà. De ces belles rencontres, évidemment, il y en a une qui sera majeure, ça sera la rencontre avec soi. Cette rencontre avec soi, c'est un peu ce chemin intérieur qu'on va même chercher à avoir lorsque finalement on va décider d'une destination. Si on prend sur un autre point de vue, et on reviendra à celui-ci, un point de vue qui est un petit peu plus psychanalytique, eh bien on va dire que le voyage est observé autrement. Au XIXe et au XVIIIe siècle, on observait le voyage intérieur, psychique, notamment par des dérivés comme la fugue. Aujourd'hui, la fugue est quelque chose qui nous semble banal parce que ça fait partie de notre vocabulaire, mais imaginez encore une fois, il y a quelques petits siècles, quelqu'un qui disparaissait, qui ne donnait plus de nouvelles, qu'on n'arrivait pas à retrouver, parce qu'évidemment, on n'était pas répertorié, on va dire comme on peut l'être aujourd'hui, on pouvait disparaître, changer d'identité. Et donc, l'analyste, le psychanalyste, les aliénistes, voilà, on les appelait comme ça, les psychanalystes, il y a quelques siècles, on les appelait les aliénistes. Et donc, les aliénistes célèbres, notamment un dont vous connaissez le nom, puisqu'il s'appelle Esquirol, eh bien, cet aliéniste célèbre, un des pères de la psychiatrie moderne, a passé énormément de temps à comprendre ce que c'était qu'une fugue. Et il découvre qu'en fait, une fugue, ce n'est pas forcément un oubli pathologique de soi, mais en fait, c'est une recherche. C'est une recherche de quelque chose, d'un être qui se serait déjà perdu auparavant. Et cette idée de la fugue intérieure, elle me paraît parfois fascinante. Alors aujourd'hui, on ne se permet plus des fugues comme cela. Alors bien évidemment, parfois, un adolescent va fuguer ou quelqu'un va disparaître, mais je ne parle pas de cela. Je parle de cet oubli de soi, de ce passage en fait qui va nous faire rechercher peut-être un être en soi qui aurait disparu il y a quelques années. Parce que la vie, parce qu'une rencontre, parce qu'un travail, parce que des tas de choses comme ça. Et les voyages, ces voyages intérieurs, nous amènent à rencontrer sur notre chemin différents types de personnes. Peut-être vous est-il arrivé de revenir plusieurs fois dans un même pays. Et je pense que, comme disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau. Il est probable que lorsque vous visitez deux fois le même pays ou la même ville, peut-être un peu éloignée, eh bien les sensations sont différentes. Est-ce que la ville a changé? Alors on dira peut-être oui, parce que ça, ce n'est plus tout à fait là. Le monument est resté, bien sûr, mais l'atmosphère, l'ambiance. Mais finalement, qui a changé tout au long de ça? C'est soi, bien sûr. C'est notre idée même que, à différents instants de notre vie, lorsque nous refaisons les mêmes choses, ce ne sont pas forcément les choses qui changent. C'est nous qui avons évolué, mué, qui avons pris d'autres systèmes de décision. Et lorsque nous allons dans ces pays et que nous refaisons des choses, eh bien, il y a des émotions naturelles qui vont venir. Et ces émotions naturelles vont correspondre à ce qui nous arrive à cet instant-là. Bizarrement, lorsque nous percevons cela, nous sommes en train de régler des problèmes. Si parfois vous prenez l'avion ou si vous êtes dans un train, vous vous apercevez qu'il y a quelque chose de différent. Si le trajet est long, par exemple, et que vous prenez un avion, même de 2-3 heures, vous êtes en suspension. Et en suspension, parfois, eh bien, vous avez une créativité extraordinaire. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ce sentiment de se dire « mais finalement, je ne suis plus tout à fait là, je ne suis bien sûr pas encore là, ni arrivé à destination, et j'ai comme une forme de liberté qui s'installe. Comme si, quelque part, j'étais dans un système de suspension, un peu comme si je pouvais laisser aller mon inconscient vagabonder, et cet inconscient qui vagabonde dans ces moments de suspension, il va aller chercher des solutions. L'inconscient est une bête assez extraordinaire, c'est un animal qui nous porte et qui nous transporte, qui va enregistrer des millions et des millions d'informations en permanence et qui va inscrire à travers les émotions qu'il va bien enregistrer et bien ancrer un système de mémorisation de tout ça. Et puis, il n'est pas uniquement, comme le disait Freud, le réservoir des frustrations, il est aussi un allié formidable. C'est lui qui va donc enregistrer tous ces systèmes émotionnels et qui va de temps en temps nous donner quelques solutions, quelques pistes. Alors, il faudrait qu'on apprenne à mieux travailler avec lui, c'est ce que certains essayent de faire de plus en plus, pour pouvoir régler des choses. Lorsqu'on est en suspension, eh bien, on va mettre un peu en veille cette partie qu'on croit consciente, et puis on va enfin permettre à l'inconscient de pouvoir travailler, être créatif. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous allez quelque part, vous trouvez les gens plus sympathiques,
Qu'est-ce que c'est que ce pays ailleurs qu'ici où les gens seraient souriants? Vous savez, c'est les phrases qu'on dit, on, je, avec vous. Ah, je suis allé en Grèce, qu'est-ce qu'ils sont sympathiques les Grecs. Alors les Grecs, ça serait une sorte de colonie sympathique, voilà. Et puis il y aura bien sûr les Espagnols, et puis les Italiens, et puis mais attention, il y a des fois des Italiens du Sud très sympas, et puis des fois des Italiens du Nord très sympas. Alors bizarrement, partout où on irait, à peu près, systématiquement, les gens seraient plutôt sympathiques. Ça me fait penser à une vieille histoire que j'ai racontée parfois, mais c'est l'histoire d'un vieil homme qui est juste à l'entrée des portes du désert. Et puis, il y a un visiteur qui arrive, un voyageur, un peu perdu, et lui dit « Vieil homme, comment ils sont là-bas ?»« Là-bas ? Tu viens d'où ? Moi, je viens de là-bas. Et ils sont comment là-bas ? Ils sont insupportables. Ah ben, écoute, là-bas, ils sont insupportables. Je te remercie, vieil homme. » Et hop, le voyageur va voir les gens insupportables. Et puis, il y a un monsieur pas très loin qui est en train de nettoyer ses chameaux, comme ça. Puis il observe le vieux, bon. Puis un autre voyageur qui arrive. Alors le voyageur dit « Vieil homme, oui, ils sont comment là-bas ? Ah, tu viens d'où ? Moi, je viens de là-bas. Et alors, ils étaient comment ? Super sympas. Ouf ! Alors là-bas, vas-y, tu verras, ils sont super sympas. » Alors évidemment, le type qui nettoie le chameau va voir le vieux et lui dit « Mais écoute, qu'est-ce que tu racontes ? Alors un coup ils sont sympas, un coup ils sont pas sympas. » Et le vieux lui dit « Non, tu trouves exactement ce que tu cherches, dans l'état d'esprit dans lequel tu te trouves, au moment où tu vas le trouver. » Donc en effet, on ne va pas se baigner 2 fois dans la même eau, comme disait Héraclite, quand on voyage plusieurs fois au même endroit, mais nous aussi, on va avoir une forme d'évolution. Et le voyage, finalement, c'est aussi une façon peut-être de se situer, de se resituer par rapport à ça. On va se retrouver d'un seul coup dans une volonté de tout découvrir. On va animer une forme de curiosité, c'est-à-dire qu'on va réveiller quelque chose qui devient inconscient en soi dans le poids du quotidien, c'est-à-dire la découverte. Retrouver un petit peu l'autre, c'est-à-dire le paysage, et puis aussi l'autre être avec des yeux d'un enfant. Qu'est-ce que c'est les yeux d'un enfant dans le sens dans lequel je l'emploie ? Ce n'est pas une naïveté absolue, mais c'est une autre forme de naïveté, c'est-à-dire je vais me débarrasser du poids des habitudes. Quand je regarde quelqu'un avec lequel je vis régulièrement, avec lequel je travaille ou autre chose, je vais le regarder parfois avec le poids même des émotions passées. C'est-à-dire si je me suis disputé avec elle ou avec lui hier soir, ou si simplement il y a quelques mois j'ai eu une altercation professionnelle. Donc je vais le voir en fait avec cette dimension-là. Si toutefois j'arrive quelque part, dans un endroit que je ne connais pas, automatiquement je me débarrasse pratiquement de cette idée-là. Ça veut dire que j'ai la capacité en moi de pouvoir avoir un œil neuf sur quelqu'un d'autre. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire que si je travaille un peu ça dans mon quotidien, j'en ai aussi la capacité. Mais ça, c'est une autre histoire, comme disait Rudyard Kipling. C'est une autre histoire. L'histoire que nous rencontrons ce soir est l'histoire de dire, mais finalement, quand je vais ailleurs, je me retrouve avec des capacités incroyables que je ne me connais même plus lorsque je suis ici. Alors, la question qu'on peut se poser, mais quelle est donc cette différence qu'il y a entre l'ici et l'ailleurs ? Est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, comme le voyageur qui arrive à la porte du désert ? Ce voyage, ces idées de voyage, lorsqu'on va redécouvrir en fin de compte qu'on est capable d'avoir d'autres yeux, un œil neuf pour découvrir quelqu'un, eh bien, je pense que c'est une notion importante de l'idée de voyager. Regardez comme à peine nous avons pris l'avion, c'est-à-dire à peine nous sommes dans la salle d'embarquement, l'enregistrement est fait, on a récupéré la petite valise, le sac à main, le portable, l'iPhone, etc. Et puis les valises sont en train de se diriger je ne sais où. Et puis là déjà, il y a une volonté de découvrir plein de choses. Vous avez vu que même un article de journal que vous ne lisez jamais, soudain prend un intérêt incroyable. Donc nous avons la capacité en effet de pouvoir redécouvrir le monde à travers notre propre système de vision du monde. Et c'est là-dessus que je souhaite vous emmener aussi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de dire parfois que la distance ne sert absolument à rien. Mais bon, on casserait la magie du voyage parce qu'on a envie de découvrir. On a envie de découvrir cet autre qui est tout autre. Mais finalement, est-il vraiment tout autre ? Est-ce que véritablement aujourd'hui, en 2015, nous avons la capacité de découvrir quelqu'un qui serait tout autre ?
Rendez-vous compte qu'il y a peut-être certains explorateurs encore actifs disent qu'il reste à quelques coins du globe, quelques territoires où l'homme moderne n'aurait peut-être jamais tout à fait mis le pied, jamais tout à fait, donc pas absolument comme cela. Ça veut dire que cette histoire est presque déjà réglée, on connaîtrait tout partout. Et pourtant, on a quand même envie d'y aller. On a quand même envie d'aller voir des choses parce qu'on y a donné une émotion. Par exemple, on a envie d'aller, si on le souhaite, à New York pour découvrir tel musée, ou à San Francisco pour voir un pont, ou alors à Bali parce qu'on y connaît des temples, on y a imaginé des choses. Et puis, vous allez avoir des retours de ça. Vous avez quelqu'un qui est parti quelque part, où vous avez envie d'aller, et puis vous allez l'interroger. Et alors là, il va se passer quelque chose d'important. Alors comment tu as trouvé Bali ? J'ai été déçu. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai été déçu ? Alors on va essayer de poursuivre un petit peu. J'ai été déçu en fait parce que ce n'était pas comme je me l'imaginais. En fait, est-ce qu'on parle d'imagination ? Pas forcément. On parle d'idées préconçues à partir de quelque chose d'existant. En fait, on va rarement imaginer un pays. On a tellement d'informations. Vous avez vu comme les mots sont bizarres ? On se laisse aller dans les mots et puis on dit oui, j'avais imaginé que les États-Unis c'était comme ça. Est-ce qu'on peut encore imaginer aujourd'hui, avec Internet et plein d'autres choses, ce que c'est qu'un pays véritablement ? Pas tout à fait. On va imaginer ce que nous on va ressentir là-bas. Mais on va déjà voir en effet que la Tour Eiffel elle est comme ça. Difficile d'imaginer la Tour Eiffel. On a une idée très précise de ce que c'est, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va surtout imaginer l'émotion qu'on va vivre là-bas. Et encore une fois, on ne va pas forcément la détacher de ce que nous vivons. Donc on va emmener nos propres systèmes émotionnels à la découverte d'un pays. Et en fonction de ce que nous allons décider, je fais exprès de dire décider, de vivre, eh bien nous allons ramener quelque chose qui va encore une fois nous correspondre. Imaginons maintenant, si on fait l'effort, comme lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, de pouvoir oser ne pas poser trop de questions, ne pas savoir trop de choses, ne pas faire appel à sa mémoire. Il faut savoir que la mémoire est quelque chose de particulier, puisque la mémoire nous donnerait toutes les réponses. Mais comment la mémoire peut-elle nous donner des réponses sur quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Comment la mémoire peut nous donner des réponses sur des rencontres dans des pays que nous ne connaissons pas ? Eh bien, ce n'est pas elle qui doit nous donner la réponse. Là, on doit laisser simplement une partie de notre propre créativité fonctionner. Et là, il faut faire un effort. Il faut mettre de côté tout ce qu'on croit savoir et puis oser la découverte d'un pays, comme on va oser la découverte de l'autre. Sinon, quand on rencontre quelqu'un, on va avoir une forme qu'on va qualifier d'a priori, et puis quand on rencontre un pays, une forme qui va s'appeler « je sais déjà ». Voilà, on m'en a parlé. En fait, parfois dans une ville qu'on visite, on va valider le fait qu'on fait bien ce qu'on nous a dit de faire. N'est-ce pas ? Si tu es à Prague, as-tu fait le pont bidule ? Oui, je l'ai fait, je l'ai fait. Et si tu es allé là, est-ce que tu as fait ceci ? Oui, je l'ai fait. Quand tu vas au Maroc, tu fais ça ? Oui, j'ai fait ça, etc. Et on va oublier qu'en fait, la rencontre, c'est une part de hasard. Si on se promène parfois avec peut-être un peu de peur, en pleine nuit, dans les rues d'Essaouira, et il ne se passera rien de grave, eh bien on peut découvrir quelque chose en soi d'extraordinaire. Sa capacité à pouvoir régler des choses, à pouvoir vivre des choses. Un voyage, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire une introspection. Ça sert aussi à aller un petit peu plus loin que nos propres peurs, en rencontrant. La peur, c'est souvent le réceptacle de l'ignorance. Ça ne veut pas dire que nous sommes bêtes, ça veut dire que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout d'une connaissance, c'est-à-dire d'une volonté d'apprendre. Alors on va rester sur des formes d'a priori, qui ont été transmises, ces formes d'a priori, par des gens tout à fait remarquables et que nous allons aimer, qui s'appellent nos éducateurs, nos parents, etc. etc. Et nous allons donc garder ces systèmes-là bien ancrés en nous. Et puis un jour, lorsque l'inconnu va surgir, eh bien là, ça va être une forme de panique, parce que systématiquement, il va y avoir quelque chose qui va nous dire « mais attention, puisque je ne connais pas, c'est la peur ». Et l'intervention de la mémoire, là, va tourner en boucle. Elle va chercher dans tous les tiroirs qu'est-ce que c'est que cette chose que je ne connais pas. Et s'il y a bien un truc que la mémoire ne sait pas faire, c'est donner une réponse à quelque chose qui n'existe pas chez elle. Alors elle va aller chercher une de ses meilleures amies qui s'appelle la peur. Elle va la prendre par la main et puis elle va l'emmener dans le tiroir. Et lorsqu'on va ouvrir le tiroir de l'inconnu, il y a une forme de peur qui va arriver.
bien évidemment. Et ça, dans le voyage, eh ben, c'est quelque chose qui peut être extrêmement bloquant. Alors, on peut faire aussi des voyages pour se rassurer. Voilà, je peux aller jusque-là. C'est bien, donc on va jusque-là. Alors, est-ce que tu es déjà allé là? Non, je n'y suis pas allé, mais je pense que ça ne va pas me plaire. Bon, d'accord. Alors, est-ce que je me rassure ou est-ce que justement j'essaie de modifier quelque chose dans ma démarche? C'est encore une démarche intérieure. Un voyage est une démarche intérieure. Un peu comme, vous savez, on pourrait le dire, une forme de parcours initiatique. Qu'est-ce que ça veut dire, un initiatique? Ça veut dire un début, un commencement, quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on va abandonner une posture qu'on va qualifier d'ancienne, c'est-à-dire je sais, et puis on va dire, bah tiens, je vais oser, je vais prendre le risque de ne pas savoir. Donc je vais oublier tout ça et puis découvrir par moi-même. Ça, c'est intéressant. Je vais essayer de découvrir par moi-même. C'était un petit peu la vieille idée du guide du routard. Le guide du routard, ce n'était pas uniquement au départ un truc pour ne pas payer trop cher des vacances. C'était l'idée de se dire, mais, ok, on vous raconte, tout le monde vous raconte partout, tout ce qu'il faut faire, exactement où il faut aller, dans les bons endroits, etc. Nous, on va vous donner la possibilité de faire ça si vous le souhaitez, mais également, parce que nous allons envoyer des gens sur place qui vont nous faire des petits comptes rendus, etc., de vous dire, ben voilà, si vous allez un peu plus loin, vous allez peut-être même découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, et peut-être vous-même, vous allez devenir aussi nos propres reporters sur le terrain. L'idée était assez collective au départ, et puis ensuite, bon, les choses deviennent ce qu'elles deviennent. Mais vous voyez, cette idée de parcours initiatique, c'est un petit peu comme le parcours d'Ulysse. Ulysse, vous vous souvenez, ce grec, à peu près grec d'ailleurs, on va le chercher parce que c'est l'homme aux 1000 ruses. Vous vous souvenez, c'est celui qui a toujours une réponse à tout et qui sait exactement ce qu'il faut faire. Et cet Ulysse, mais il a un partenaire qui est très particulier. C'est-à-dire que les autres Grecs vont chercher des réponses dans certains dieux, mais lui, il a quelqu'un de très particulier qui s'appelle Mentor. Alors il va aller voir Mentor, et quand Achille vient le voir, elle lui dit comment on peut faire pour pouvoir faire tomber Troie? Eh bien, Ulysse va disparaître et va convoquer un demi-dieu qui s'appelle Mentor. Et Mentor, il a une particularité, c'est que lui, en fait, il n'apparaît jamais en tant que dieu, il apparaît en tant que solution. Et donc, lorsque Ulysse le convoque, eh bien lui, il va apparaître, en effet, par exemple, pour le cheval de Troie, il va apparaître en Zeus, parce que Zeus va avoir donc sa cavalerie en permanence et son char. Voilà. Et donc, automatiquement, il va prendre le visage de Zeus, et Ulysse va se sentir tellement impliqué, parce que c'est comme si Zeus lui parlait directement, qu'il va réussir à faire ça. Et cet Ulysse, donc, va être convoqué, en effet, pour pouvoir aller faire tomber les remparts de Troie, puisque la belle Hélène, hop, vous connaissez l'histoire, avec Paris, etc. Il part très très loin, il part donc en colère. Hein, c'est quoi qu'est-ce que c'est que cet homme en colère qui part uniquement à cause d'une femme? Allez, c'est un adolescent, quelque part. Hein, donc il va partir très très loin. Donc il va quitter la famille, il va quitter le nid. Et puis il va partir, et puis il va aller rêver plein de choses. Il va croire à un moment donné qu'il est arrivé à son but, donc il s'est émancipé, on est bien d'accord. Et puis ensuite, il va falloir revenir, c'est-à-dire poursuivre le chemin. Et alors là, tout devient compliqué, parce que lui-même va devenir cet adulte-là. Et il va rencontrer une sorcière, il va entendre des sirènes, c'est-à-dire que les autres vont commencer à lui parler, à lui dire des choses. Est-ce qu'il va tomber dans un piège ou pas? Alors il va demander à ses marins de leur boucher les oreilles, mais lui veut entendre les sirènes. L'adolescent commence à vouloir affronter la maturité, et puis il va continuer, ça va durer des années, et puis un jour il va décider de rentrer chez lui, et puis il va découvrir qu'en fait, il y a une autre famille. Mais bizarrement, pendant plus de 30 ans, 35 ans, presque 40 ans, eh ben, cet adolescent est parti ici, il a fait tout ça, et puis il est revenu ici. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une boucle initiatique, il a fait tout un parcours qui dit finalement, j'ai voulu faire un peu un tour du monde, parce que je ne pouvais pas croire ce qu'on me disait ici, et puis là, puis je voulais le savoir moi-même, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis je suis revenu ici, puis en fait, j'ai ma forme de vérité. Tellement sa forme de vérité que quand il rentre, eh bien même son propre fils ne le reconnaît pas. Voilà, tellement il avait changé. Donc c'est un peu aussi nos parcours initiatiques. C'est-à-dire que lorsque nous allons faire un voyage, eh bien on voudrait
apprendre tellement de choses qui pourraient nous changer que parfois on a l'impression d'être passé à côté. Et puis, autrement dit, on peut aussi faire tout un parcours et revenir au même point. Sauf que si le point n'a pas changé, c'est nous qui avons changé considérablement. Les Grecs avaient une bonne idée, en fait, ils disaient en gros, on est adolescent jusqu'à 35 ans. Après, on devient adulte, voilà, de 35 à 60, puis après, on devient des sages. Voilà. Et puis après, avant, il y a l'enfance. Donc les 4 passages comme ça étaient finalement pas si mal, et ça nous permettait de pouvoir nous rattraper et puis de ne pas être aussi pressé. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour revenir et pour continuer sur l'idée du voyage, donc en effet, il y a le parcours initiatique. On dit dans certaines traditions, par exemple, qu'il y a lorsque on veut par exemple franchir des grades, on va appeler ça comme ça, il y a des parcours. Vous voyez, par exemple, dans le compagnonnage, il y a des voyages. Et c'était quoi le voyage du compagnon? C'était symboliquement donc le fameux Tour de France. Voilà, le Tour de France. Ça vous dit rien, Tour? Voilà. Les Anglais ont construit l'idée au XIXe siècle d'un grand tour. Ça, c'était presque en français, on disait un grand tour. Et à votre avis, ça a donné sens à quel mot, en fait? Le tourisme. Voilà. Le grand tour, c'est le Tour de France pour le compagnon, où on allait de Cayenne en Cayenne, c'est-à-dire d'endroit en endroit où on était reconnu et accueilli pour pouvoir continuer donc, son œuvre. Et puis ensuite, une fois qu'on était bien aguerri, qu'on avait eu la maturité, qu'on avait rencontré tous ces gens différents dans les provinces, tous ces métiers différents dans les provinces, on avait donc une forme de tolérance en soi, on avait donc fait un travail aussi sur soi, eh bien on pouvait faire le tour et revenir dans son pays, porter le nom de son pays, avec bien évidemment une valeur, vous vous rappelez tous de Ardéchois, cœur fidèle, etc. Et une fois qu'on avait sa valeur, une fois qu'on avait retrouvé son pays, c'est comme Ulysse, on revient au même endroit, clac, et bien à cet instant-là, on existait en tant que, on avait une identité. Donc ce voyage, eh bien, c'est la même histoire. Le tourisme, le grand tour, nous faisons aussi des voyages la plupart du temps pour pouvoir nous retrouver quelque part. Amener à l'autre aussi quelque chose. Le voyage à deux, il est formidable. Je me souviens dans une conférence il y a 2 ans, on abordait des thèmes de voyage aussi. Il y avait 2 frères qui avaient décidé de partir et de faire un voyage ensemble. Et ils sont partis au Canada. Voilà. C'était un voyage initiatique. Ils n'avaient pas eu vraiment le temps de pouvoir se parler tous les deux au long de leur vie. Il y en avait un qui avait une 30aine d'années, l'autre qui, c'était la condition sine qua non, devait avoir son bac pour partir. Il l'a eu et ils sont partis tous les 2. Et donc ça, c'était un fabuleux voyage où 2 frères allaient pendant 1 mois et demi se retrouver, échanger. Et ils avaient beaucoup de peur. Voilà. Beaucoup de peur tous les 2 parce que chacun en fait mettait sa propre peur. Est-ce que je vais être comme ça? Est-ce qu'il va être trop comme ceci? Et donc chacun vivait ça. Le voyage de départ, imaginez le voyage de noces. Quand je dis imaginer, vous l'avez vécu pour certains ou certaines. Qu'est-ce que c'est que le voyage de noces? Bon, on fait les choses très caricaturellement. Donc on se connaît, on décide de se marier ou ce qu'on veut, etc. Puis d'un seul coup, on va dire, paf, allez tiens, on part en voyage. Et le voyage de noces, imaginez, on ne se connaît pas bien. Et ce voyage, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la capacité de se découvrir et puis de vivre ensemble pendant 24 sur 24, comme ça, tous les jours. Et d'affronter ses propres peurs avec le serpent qui va sortir là, avec, je ne sais pas, la chaleur 3 accablante, la pluie tous les jours, l'erreur de l'autre, comment on va supporter tout ça. Donc c'est une première initiation, quelque part, au futur, à la future vie ensemble. Et puis on s'aperçoit que le décor n'a pas beaucoup d'importance. Et je dirais, globalement, quand le décor prend trop d'importance, ce n'est pas bon signe. Quand on oublie la personne avec laquelle nous sommes et que le décor va commencer à primer sur tout le reste, là, on peut se poser quelques questions. Bon, ça n'arrive jamais, bien sûr, on le sait. C'est l'autre qui est important, toujours. Tout ça, c'est des histoires. Voilà. Alors, cette découverte de l'autre à travers le voyage, c'est la capacité du partage. Voilà, capacité du partage. Alors, pas uniquement, on va couper le voyage en 2, tu paieras ta part, je paierai la mienne, mais aller plus loin dans les choix, dans la vocation même du vivre ensemble. Et cette vocation du vivre ensemble, elle va faire tomber cette espèce de lourd manteau, je vais aller un peu fort, mais
de peur et d'hypocrisie au départ d'une rencontre. Alors, c'est vrai que je raconte souvent cette petite histoire, mais au début d'une rencontre, on va avoir cette idée de dire, bon, mais il faut absolument que je fasse tout pour que l'autre m'aime. Donc, je vais lui dire que oui, j'aime ci, que oui, j'aime ça, que j'adore aller, bien sûr, en Grèce, que, évidemment, les ruines, moi, ça a toujours été ma passion, etc., que l'Antiquité, je pourrais en parler pendant des heures, et hop, me voici parti là-bas. Et puis sur place, je vais poser des questions un peu étranges. Je vais dire, bah, tiens, je ne sais pas si à l'hôtel, tu as pensé à une salle de sport, non? Non? Ah bon, d'accord, oui. Moi, je vais peut-être aller courir plutôt moi, le matin, en fait. Puis après, oui. Et puis par contre, bah, je crois que j'ai vu qu'il y avait des trucs pour faire du kitesurf ou des choses comme ça. Oui, mais tu veux pas qu'on aille voir aussi des... Si, bon, on ira après, il n'y a aucun problème. Et là, il y a donc l'idée de dire au départ, bah, finalement, quelle est la part de sincérité que j'ai emmenée dans ma relation. Alors, c'est pas pour cacher quelque chose, c'est juste pour avoir peur de ne pas être aimé. Quand on fait tout ça, c'est pas pour planquer des choses, c'est juste pour dire, mais si jamais je me montre tel que je suis, l'autre ne va sûrement pas m'accepter. Alors, je vais faire en sorte que ce qu'il me propose ou ce qu'elle me propose, je vais l'accepter immédiatement, comme ça va très bien se passer. Ça se passe pas toujours très bien après. La preuve, puisqu'on est obligé de montrer sa face cachée pendant quelques semaines ou quelques jours d'affilée. Et ça, c'est intéressant parce que le voyage va nous emmener à une véritable sincérité du rapport avec l'autre. Comme on va avoir une sincérité du rapport aussi avec les gens qui vont être sur place. On va devenir véritablement, soit on est en partenariat avec les gens là, où on est en train de les regarder autrement. On va confondre en effet le voyage, le produit du voyage, c'est-à-dire l'hôtellerie, l'avion, la voiture de location, avec le voyage proprement dit. On va oublier, alors on va poser des questions, on va dire on va où, on va là, et qu'est-ce qu'il y a comme voiture? Voilà. Et on prend quel avion, et l'hôtel, il est comment, etc., etc. Alors bien sûr, on pourrait dire mais c'est une histoire de confort, et j'aime bien valider tout ça. Mais là, on devient plus tellement le voyageur, c'est-à-dire celui qui va oser découvrir et se découvrir, enlever le voile quelque part de sa propre existence, mais plutôt celui qui va chercher, ou celle qui va chercher, comme tout à l'heure, à se rassurer en permanence. Donc ça veut dire que le voyage va nous emmener aussi à bousculer un peu nos certitudes, et va nous ouvrir sur un autre monde, sur ce monde intérieur-là. On va prendre le risque du voyage, je vais le dire comme ça. Alors évidemment, là je vous brosse un tableau, vous allez dire, mais j'aimerais pas partir en vacances avec lui parce que ça doit être compliqué. C'est un peu plus simple que ça quand même, et puis il faut toujours prendre beaucoup de temps pour expliquer des choses simples. C'est tellement compliqué d'expliquer des choses simples. Alors, le ressenti va devenir, en effet, sa capacité à se dépasser, puis en même temps à se montrer. L'autre, évidemment, va avoir un rôle à jouer très important, parce que lui, il est parfois, ou elle est un petit peu loin de tout ça dans le voyage. Elle est peut-être là pour simplement profiter, comme on dit, du voyage. Qu'est-ce que ça veut dire profiter d'un voyage? Parfois, ça veut dire être un peu seul aussi. Donc on part à deux parfois pour être un peu seul, pour profiter soi-même. Profiter d'un voyage, c'est se retrouver. Alors se retrouver à deux, se retrouver seul quand on est deux, c'est pas facile. C'est une forme d'autre introspection. Et lorsque l'âge commence à nous caresser un petit peu, lorsqu'on dépasse la cinquantaine, qu'on va vers d'autres rivages, eh bien on s'aperçoit que finalement, on a moins peut-être le désir de vouloir absolument découvrir avec l'autre, mais qu'on a aussi une envie parfois de pouvoir se retrouver aussi soi, en même temps. Et c'est possible, c'est peut-être une autre forme de voyage. Alors, quand on prépare un voyage, je crois qu'il faut non pas avoir en tête tout ça, mais au contraire être extrêmement bienveillant avec soi et ne pas se dire que tout doit être parfait dans ce voyage. Moi, j'ai envie de vous dire, ouvrez-vous à l'erreur, ouvrez-vous à l'imperfection. Autorisez-vous des choses qui ne sont pas hyper cadrées ou qui ne sont pas hyper timées, planifiées dans tout cela. Déjà pour une raison très simple, c'est que la vie nous apprend souvent que tout ce qui est planifié, on peut passer un petit peu à côté. Et puis ça va nous permettre, comme on dit maintenant, de lâcher un petit peu prise avec tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, en lâchant prise sur l'idée que tout n'est pas planifié, vous permettez encore à une partie extraordinaire de votre cerveau de travailler, c'est-à-dire votre capacité à découvrir, sans jugement. Quand tout est planifié, la première des choses qu'on va essayer de savoir lorsque ça ne fonctionne pas bien, c'est la faute de qui?
Mais je t'avais demandé, toi, de réserver la voiture quand on est arrivé, tu l'as pas fait. Ah ouais, c'est ça, hein, voilà, c'est ça. Non, je plaisante. Tu l'avais pas fait. Mais non, tu me l'as pas demandé. Mais si, regarde, moi, je me suis occupé de ça. Toi, je t'avais dit de t'occuper de ça. Ok, d'accord. Bon. Alors, on planifie tout. Super, super. Et puis, si jamais ça commence à déraper, on va revenir dans notre relation à l'autre. Et puis, on va plus revenir en étant en voyage ou en découverte. On va revenir dans notre vie du quotidien, c'est-à-dire avec le poids des émotions que nous voyons dans ses propres yeux. Et donc, on va revenir à nos petits travers du quotidien. Profitons du voyage. C'est un chemin extraordinaire thérapeutique. Voilà, c'est un beau chemin thérapeutique. On peut s'emmener dans une, entre guillemets, dans une guérison de soi, dans une redécouverte de l'autre, et c'est ce qui va nous animer dans le fait d'aller aussi loin. Alors on peut se poser la question maintenant, mais pourquoi aller aussi loin pour pouvoir se découvrir soi, alors qu'en fait, il y a besoin juste de regarder l'autre à nouveau. Parfois on ne le peut pas. On ne le peut pas parce que dans le changement comportemental, on pense la plupart du temps que l'environnement et le contexte pèsent énormément dans le rapport avec l'autre. Par exemple, je ne suis pas comme ça dans mon boulot. Hein. C'est sûr, ça. Non, je ne suis pas comme ça dans mon boulot. À la maison, je suis autrement. Et là, je suis différent. Et là, je ne suis pas pareil, etc., etc. Et puis, si on tire un petit peu, alors ça ne va pas porter tout à fait les mêmes noms, mais on va s'apercevoir quand même qu'il y a un fond qui est là. Et ce fond, parfois il accroche un peu à la casserole d'ailleurs. Il est bien là, et puis il est bien là, il est bien là. Mais nous, on préfère dire que ce sont les contextes qui vont jouer sur nous et que les contextes vont donc modéliser nos systèmes de comportement. Alors, c'est pas que c'est plus simple, c'est que parfois c'est aussi une histoire de survie, parce que parfois c'est vraiment ça. Parce que parfois il y a une problématique très lourde dans le travail, parfois il y a une problématique très lourde dans le couple. Mais bien sûr, là, je ne parle pas de ce type de choses. Je parle d'un quotidien avec ses hauts et avec ses bas. Et dans un quotidien avec ses hauts et ses bas, parfois on va mettre une telle intention, une telle attention dans les problématiques liées au quotidien qu'on va en oublier donc notre capacité à voir l'autre autrement. Le voyage va nous permettre en effet de lever le contexte en disant on va quand même pas s'engueuler au bord de l'eau. Bon, comme si évidemment l'eau avait cette capacité de pouvoir maîtriser nos systèmes d'émotions. Et comme si on allait donc défocaliser parce que le paysage étant tellement merveilleux, nous allons oublier de nous fâcher avec l'autre. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas s'emparer de ça dans la vie de tous les jours, sans être forcément au bord de l'eau en permanence. Mais si on commençait à défocaliser, ça veut dire qu'on pourrait vivre avec l'autre sans pour autant avoir un problème avec lui ou avec elle en permanence. Peut-être. Et ça veut dire quoi, défocaliser? Ça veut dire lâcher l'intensité ou l'intention qu'on a avec lui ou avec elle. Ça veut dire qu'on va lever un peu le pied. Et comme le disent aujourd'hui les spécialistes, on va donc lâcher la prise, on va donc lâcher prise. Et lâcher prise va nous permettre de pouvoir voir l'autre autrement, hors contexte. Alors vous voyez, on peut avoir la capacité, dans un endroit comme dans un autre, de pouvoir avoir un regard avec l'autre totalement différent, hors du contexte. Qu'il soit en effet avec un lagon merveilleux, qu'il soit derrière des ruines, ou pourquoi pas dans un champ de maïs. Tout est possible. Il y a la rencontre avec l'autre, il y a la relation avec l'autre, et puis il y a la rencontre avec soi. Voilà. Un voyage, vous savez, c'est viens avec nous, Michel, regarde, toi qui adores négocier, regarde, on est dans le souk, tu vas négocier. Michel, il n'a pas envie de négocier dans le souk. Voilà. Alors Evelyne lui dit, mais si, en plus tu vas les vexer, hein, si tu négocies pas, hein, tu vas les vexer. Vous voyez, hop là, hop. Bon, ok. Alors, il va le faire. Voilà. Et puis, qui va être content? C'est Michel ou c'est Evelyne? C'est Evelyne. Voilà. Elle est contente, Evelyne, parce que Michel, il a négocié. Voilà. Alors, il lui a acheté un truc dont elle s'en fout éperdument, mais en fait, ils ont recréé leur propre relation à tous les deux. Et ça, on va le vivre dans nos systèmes de voyage. Alors, c'est le moment aussi pour soi, parfois, de petites remises en question, de petites remises en cause. Pas forcément gravissime, mais peut-être d'écouter l'autre aussi différemment pour pouvoir un petit peu voir l'état de la relation. Puis on peut partir bien sûr en voyage seul, hein, on a le droit aussi. Puis on peut partir en groupe. Alors partir seul en voyage, ça peut être en effet un parcours initiatique, ça peut être pour se faire plaisir soi, ça peut être pour rencontrer des gens. Et bizarrement, moi je me souviens d'une dame qui me disait j'arrive pas à rencontrer de personnes ici, mais si jamais je vivais au Canada, je rencontrerais plein de gens.
Alors, est-ce que c'est le Canada où il y a les plein de gens, ou est-ce que c'est, elle décide de, on va dire, s'autoriser à ne plus avoir le regard des autres ou l'idée même qu'elle peut être jugée en permanence parce qu'elle est ici? Ben, c'est probable que ce soit la deuxième partie, puisque au Canada, bon, ben, on y trouve de tout, mais pas forcément les plein de gens qu'elle attend. Donc elle va oser, en fin de compte, parce qu'elle sera ailleurs, s'autoriser à être elle-même. Ça veut dire qu'encore une fois, on revient dans l'idée du contexte, avec l'idée même que nous pouvons être jugés pour ce que nous ne sommes pas ou ce que nous sommes parfois, eh bien, on va adopter un comportement que l'ailleurs va permettre de lever. L'ailleurs serait magique. Et si nous plaisantons un peu, nous pouvons dire que ici est un ailleurs pour l'autre. Ça veut dire que le Canadien pourrait très bien dire ben, vivement que je sois à Toulouse, parce qu'à Toulouse, je vais rencontrer des gens. Donc, c'est bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une histoire de point de vue. C'est vraiment une histoire de point de vue. Moi j'ai l'impression quand même que le contexte peut jouer, et il y a des pays où on peut aller et découvrir d'autres façons de penser, d'autres mentalités et s'enrichir. Par exemple, je pense, alors ça fait longtemps que j'y suis pas allée, et puis Internet est passé par là, mais en Afrique noire, par exemple, moi quand j'y suis allée, quand j'étais plus jeune, la notion du temps n'est pas du tout la même. Et c'est des sacrées leçons de vie. Donc je trouve qu'on progresse aussi grâce à un contexte différent. Et je ne suis pas sûre d'y être arrivée aussi vite et aussi facilement ici. Il aurait fallu que je travaille beaucoup pour arriver à ça. Cette notion de temps, de dire, ben voilà, on vit ici, maintenant. Je trouve que l'environnement peut être très facilitant pour apprendre ça ou s'enrichir. Merci. Alors vous avez raison bien sûr. Mais là on n'est plus dans le voyage. C'est-à-dire que si... Non, c'est pas une remarque de ma part, pas le droit. Ça veut dire qu'en effet, pour apprendre et vivre comme celui qui vit quelque part, on va devoir y rester. Et vous voyez, et c'est plus du voyage, c'est autre chose. Je suis entièrement d'accord avec vous. Quand on habite un autre pays, on peut en effet prendre une toute autre distance avec notre propre histoire. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux de pouvoir le faire. C'est vrai. Le voyage, malheureusement, sauf si on peut voyager 6 mois d'un seul coup quelque part, pourquoi pas, et c'est merveilleux aussi. C'est trop court, voilà. C'est trop court, c'est très intense, et en fait, on peut même revenir d'un voyage avec une forme de dépression. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement touché du doigt l'essence même de ce que pourrait être notre vie, mais qu'on ne peut pas l'adapter, enfin on croit, on ne peut pas l'adapter où on est, qu'on va se dire, c'est là que je veux finir mes jours, n'est-ce pas? Comme ça, c'est radical. Et puis, ils ont raison, c'est comme ça qu'il faut vivre, voyez. Et donc, on va revenir avec à la fois une espérance, puis en même temps une forme dépressive. Et alors, quand je qualifie de dépressive, qu'on se comprenne bien, je parle comme la dépression de la météo, c'est-à-dire qu'il y a une humeur qui monte, et puis après, il y a une humeur qui descend. Puis au milieu, s'il y a un peu de froid et de chaud, paf, ça fait de l'orage, on va dire ça comme ça. Donc, on va arriver chez soi, et puis là, parfois, c'est un peu l'orage. Parce que si l'autre n'est pas en phase avec nous, on va trouver qu'il va trop vite, qu'il parle trop d'argent, que ceci, que cela, alors que ce qu'on a vécu là, avec ces gens pendant quelque temps, nous on dit, c'est ça l'histoire. Voilà. Notre chemin, il peut s'arrêter là. C'est très important ce que vous avez dit, ce que vous avez emmené. Parce qu'en fait, il y a l'histoire même de ce qu'est l'humanité derrière ça. C'est-à-dire qu'en fait, bizarrement, quand on va quelque part, on n'y est peut-être jamais allé. Alors en effet, on a vu sur Internet, comme vous l'avez dit, on a regardé les bouquins. Mais bizarrement, le tout autre qu'on rencontre, bizarrement, parfois on le connaît presque. Et d'ailleurs, on va chercher à travers sa façon d'être, sa façon de vivre, une partie de nous. C'est-à-dire qu'on va découvrir que le tout autre est humain. C'est-à-dire que c'est comme si nous étions en effet ce très grand personnage humain de 6,5 milliards de personnes. Et que partout où on va, quasiment, on retrouve l'autre.
Et puis l'autre, il a une autre façon de vivre, en effet. Et l'idée de rester là-bas. Regardez ce grand mouvement fabuleux des années 70, où on décide de pouvoir, on décide de vouloir quelque chose. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on va arrêter cette vie-là, qui devient de plus en plus, on est en 70, qui devient de plus en plus rapide, où on oublie le sens de l'humanité, et puis on va revenir à quelque chose de possible, d'humain. On va vivre souvent en collectivité, oui, les chèvres, c'est ça, hein. On va vivre en collectivité, on va aller quelque part, et puis on va essayer de retrouver, en fin de compte, l'idée même de la cohabitation. Et puis, derrière, alors il y a des gens qui ont réussi, et puis globalement, on peut dire que malheureusement, c'était un échec. Voilà. C'était un échec parce que, alors je ne vais pas donner les raisons de l'échec, mais entre autres, l'idée c'est de dire que c'est très difficile d'importer quelque chose comme ça, comme un sens de la vie. C'est très difficile. On peut presque le faire finalement dans un rapport de couple quelque part, mais communautairement, c'est très difficile d'importer une idée d'autre, de vivre autrement. Pierre Rabhi essaye de le faire, avec ses éco-villages, avec tout ça. C'est pas simple, c'est loin d'être facile, on le connaît aujourd'hui, et vous savez, pour ceux qui le connaissent, que ça fait 40 ans qu'il est derrière son projet, voire plus, 50 ans qu'il est derrière son projet, qu'il est derrière ses éco-villages, ses éco-hameaux, sa façon de cultiver, sa géo-agronomie, et ça fait 40 ans qu'il est derrière tout ça, derrière ses bouquins. Et puis aujourd'hui, il existe. Donc l'idée d'aller importer des notions de vie à travers le voyage, c'est loin d'être simple. Alors en effet, Rabhi avait des avantages, si je puis dire, au départ. Puis il y en a d'autres qui ont échoué complètement. Il y a des communautés qui se sont créées, je pense notamment à certaines aux États-Unis, qui ont voulu recréer des systèmes, etc., qu'ils avaient pris ailleurs, notamment en Inde. Et puis malheureusement, ça a échoué, parce que les greffes prennent difficilement. Vous le voyez bien d'ailleurs, quand on revient nous-mêmes de nos petits voyages ou de nos grands voyages, on a le désir de vouloir recréer pendant quelque temps ce qu'on a vécu ailleurs, et puis ça ne va pas durer très très longtemps, ou ça va être très complexe de pouvoir le faire vivre à l'intérieur. Je voulais parler quand même de la vacuité. Je dirais que si effectivement, ce qui me paraît important dans le voyage, c'est ce mot vacances, je dirais, c'est d'être vacant. C'est-à-dire on a quitté complètement ce qui est son quotidien pour effectivement être dans un état de vacuité, donc de vacances et dans tous les sens du terme, disons, et donc de perception. Je crois que c'est ça qui fait véritablement le voyage pour moi. C'est pour ça qu'on parle de décrocher, la vacuité. Oui. On dit par exemple, voilà, je suis parti 10 jours, il m'a fallu 2 jours, 3 jours pour décrocher. Et là, j'ai commencé à profiter de tout ça, cette vacuité dont vous parlez là. Voilà. Oui, et c'est toute cette difficulté, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la capacité d'avoir un œil neuf, de se mettre automatiquement presque. Alors, il va falloir s'entraîner pour ça. Comment on va faire pour pouvoir avoir des yeux neufs quand on va quelque part, ou des yeux neufs pour rencontrer quelqu'un? Il va falloir qu'on s'entraîne un petit peu à lâcher prise, comme on disait. Le lâcher prise, ça ne va pas être la capacité à se moquer des choses, à se laisser aller. Souvent, on confond ça. Non, c'est juste donner juste la bonne proportion, la bonne mesure à certaines choses, et avoir la capacité de se dire, si ça, c'est pas tout à fait important, hop, je vais commencer à le lâcher. Et puis, si je veux bien profiter des choses, il va falloir que je regarde, que je sois présent, que je sois là, être là. Dans certaines tribus d'Afrique, au lieu de dire bonjour, ils disent « je te vois ». Ça veut dire « tu es là ». Et nous, si on avait un petit peu ce style de langage, la fameuse phrase « comment vas-tu ?» Pas terrible en ce moment. Et sinon, voilà, on a déjà disparu du paysage. Mais sinon, ça ne va pas. Ah, d'accord. Et sinon, ça va? Oui, sinon, ça va. Voilà. Et la présence même dans le rapport avec l'autre, dans le fait d'être là, c'est oser faire tomber ses habitudes. Regardez, il y a des gens qui vont quelque part, peut-être en faites-vous partie, moi je l'ai été souvent, j'arrivais, j'avais une sorte de sac à dos, on aurait dit un globe-trotteur permanent. Mais à chaque fois, j'emmenais tout. Donc j'emmenais un PC, des bouquins, je me souviens de la maman de ma fille qui emmenait une bibliothèque à chaque fois qu'on partait. Je disais, c'est sympa, tu vas vraiment t'ennuyer, quoi, ça fait plaisir. Bon, c'était de l'humour. Mais
et elle lisait jamais ces bouquins, en fait. Elle partait, mais avec, elle avait besoin de se rassurer. Elle avait besoin d'avoir tout ça, de dire, mais j'emmène, en fin de compte, je fais quoi? Ben, j'emmène ma maison ailleurs. Voilà, j'emmène ma maison. Alors, c'est pas facile, quand on emmène sa maison, de profiter de la maison qui nous accueille. Alors, c'est pas qu'on va comparer, mais c'est qu'on arrive avec ses bonnes vieilles habitudes. Alors, le voyage, c'est aussi ça, comme vous le disiez justement, c'est s'accorder la vacuité, c'est-à-dire la capacité d'être accueilli par l'autre. Accueilli. Et c'est pas facile non plus. On arrive avec ses bouquins, avec ses fringues, avec tout ce qu'on a mesuré. Et moi, j'ai souvent été comme ça. J'avais un sac à dos, j'arrivais quelque part, il y avait presque de la nourriture déjà dedans. Alors, est-ce que je voulais me rassurer ou est-ce que... Bon, à peu près, oui, je crois. Et quand on laisse tomber tout ça et qu'on arrive maintenant avec juste un petit magazine ou un truc comme ça, je vous garantis, on est beaucoup plus léger. Alors, est-ce que c'est de l'assurance? Est-ce que c'est de la confiance? Je dirais oui, c'est de la confiance en soi. Et si on fait bien le rapport, en fait, quand on arrive à lâcher les bouquins, toutes les fringues... ah oui, alors si on sort l'après-midi, si on sort le soir, combien de paires de chaussures? Et les hommes et les femmes, hein, c'est pas réservé. Hein, j'emmène ma raquette de tennis et puis on ne sait jamais s'il y a du squash, j'emmène aussi ma raquette de squash. Puis j'emmène aussi ça, et puis ça, et puis ça. Puis je pars avec mon attirail aussi, c'est très caricatural, mais ça existe vraiment. Et donc, une fois que je pars avec tout ça, je vais donc chercher l'endroit où il y a tout ça. Chez moi, il y a déjà tout ça. Je vais faire comment? Donc il faut que j'apprenne à lâcher. C'est la capacité de rencontrer, de vivre les événements, la vacuité, c'est donc de lâcher. Donc il va falloir que je m'entraîne, si je veux passer de bonnes vacances, si je veux avoir un bon voyage, à lâcher les choses. Comme quand je rencontre quelqu'un, il faut que j'apprenne à lâcher les choses. Sinon, je vais faire quoi? Système de comparaison, système de ah oui, mais avant c'était comme si, parle-moi de ton passé, blablabla, etc., etc. Donc du coup, je vais arriver avec une mémoire hyper chargée dans la rencontre ou dans la découverte d'un paysage. Et cette partie qui va être créative, on a fait il n'y a pas très longtemps une conférence sur le couple, et on disait comme ça que la rencontre avec quelqu'un, si ça peut durer, c'est pas tellement les points communs, c'est surtout les projets communs. Et un projet, c'est quoi? C'est une projection, projection, ça veut dire que c'est quelque chose qui va nous emmener vers l'ailleurs. Ah, on revient dans le voyage. Le point commun, c'est un point, c'est ce qui va nous ancrer ici, dans le présent. Alors il en faut, mais il faut aussi les projections vers l'ailleurs, pour revenir ici au centre et voir qu'on a évolué à deux, et qu'on n'est plus tout à fait le même. Vous l'avez compris, c'est le parcours d'Ulysse. Il y a toute une magnifique littérature autour du parcours d'Ulysse, parce qu'il est très symptomatique de ce que nous sommes. C'est-à-dire cet enfant qui est là, et puis cet homme qui va mourir, qui est là, cet être humain. Mais il a fait un tel tour qu'il a l'impression d'avoir ouvert toutes les portes, découvert toutes les portes. Et s'il y a bien quelque chose qu'il a réussi à faire, c'est juste d'avoir fait 1,5 millimètre. Mais ce pas-là est un pas extraordinaire pour son humanité, comme disait quelqu'un. Il a fait en effet ce grand tour. Combien de fois, lorsqu'on part d'un... Moi, je suis originaire, par exemple, de la Nièvre. La Nièvre, donc, centre de la France. Vous mettez le compas et vous êtes à peu près là. Il n'y a à peu près rien, sauf qu'il y a tous mes souvenirs d'enfance. Eh bien, même si j'ai voyagé, même si je suis ici à Toulouse, même si j'ai vécu à Paris et ailleurs, il y a quelque chose en moi qui me dit, un jour, j'aimerais bien presque finir là-bas. Alors, c'est pas le pays de mes rêves, il y fait souvent gris, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'insouciance, c'est-à-dire qui est de l'ordre de mon enfance. Et c'est ces rivages-là que toute la vie d'adulte, on essaye de retrouver, ces moments d'insouciance. On aime l'enfance, non pas parce qu'on y a passé des moments merveilleux, parce qu'on ne s'en rappelle pas forcément, mais on a aussi pleuré, il y a eu de l'injustice, mais c'était les moments où on était pris en charge. Voilà, la plupart du temps, bien sûr, la plupart du temps. Donc ces moments de prise en charge, il n'y avait pas à se poser les questions sur faut que je paye ici, faut que je fasse ça, faut que je trouve du boulot. Non, non. Il y avait généralement une ou deux personnes assez bienveillantes, voilà, et puis c'est un moment donc nostalgique quelque part. Et puis, toute notre vie, on essaye d'y revenir dans ce paysage de l'enfance. Quand on parle de l'enfant intérieur, c'est celui qui est resté depuis toujours, et c'est celui qu'on traîne dans notre vie d'adulte, jusqu'à lui dire à un moment donné au revoir, et puis lui dire merci, j'ai adoré le voyage qu'on a fait ensemble, c'était formidable, mais maintenant, petit enfant intérieur, tu as bien pleuré, tu as bien fait ceci, et bien maintenant, voilà, je suis fier de toi,
Mais tu sais quoi, tu vas pouvoir te reposer. Maintenant, l'adulte que je suis, hop, il continue de faire son chemin. Voilà, c'est comme lorsqu'Ulysse retrouve son fils, ils ne se reconnaissent pas. Et puis à un moment donné, ils se regardent comme ça, et puis j'y étais. Hein. Et puis, hop, il y a quelque chose qui passe. Ça y est, clac, c'est fait. La transmission est faite. L'enfant s'en va, il n'a plus besoin, et puis le père va sur un autre chemin. Voilà, un petit peu le cimetière des éléphants, là. Mais c'est ce voyage-là, vous voyez, c'est cet aller-retour extraordinaire que nous pouvons faire. La dame disait qu'en fait, on pourrait parler des voyages où on part ensemble et puis on n'arrive plus à se parler. Voilà. On est partis tous les deux, hein, c'est ça. Hein. Et puis d'un seul coup, hop, il y a une rupture qui se fait, une rupture de communication. Alors, on les connaît ces moments-là, parce qu'on les vit des fois dans notre propre vie. Alors, est-ce que c'est parce que finalement, on n'arrive qu'à être soi-même, c'est-à-dire en fait, on n'arrive pas du tout à s'adapter à l'autre? Alors, ni l'un ni l'autre. Alors, quand on part à deux, c'est très compliqué, parce qu'il n'y a plus personne pour faire la voie médiane, le troisième lien qui pourrait dire, non, écoutez, là, regardez, toi, tu aimes ça, elle aime ça, mais si jamais vous n'arrivez pas à trouver une troisième voie, l'histoire est finie. Sur la notion du couple qu'on a abordée l'autre fois, il y avait cette idée-là. Et on disait que, en fait, quand on part à deux, donc dans le couple ou dans le voyage, il faut qu'on s'imagine que 1 + 1, ça doit faire 3. Mécanique un peu bizarre, mathématique spécifique. 1 + 1 ne peut pas faire 2. Parce que si 2, c'est quoi? C'est juste la somme de ce que je suis, la somme de ce que tu es, et ça va rester figé comme ça. Et non, il faut un troisième. Il faut que 1 + 1, ça fasse 3, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, par exemple, de ce chapeau, je mettrai tout ce qu'on va faire ensemble. Et ça sera le troisième, ça sera le numéro 3, ça sera la somme. Ce sera ça celui qui va faire 1,5 + 1,5. Mais souvent, parfois, on va rester comme ci, on va rester comme ça, on ne fera que 2. Si jamais on a la capacité un jour de faire 3, il est possible que le voyage soit tout autre, que la communication réapparaisse, et que même dans le couple, on trouve une solution. En clair, si tu aimes la montagne, si j'aime la mer, on ne va pas dire forcément je te fais plaisir, tu vas à la montagne, je te fais plaisir, tu vas à la mer, parce qu'à l'intérieur, il y a un truc qui dit j'attends que tu me rendes l'appareil. Non, on va peut-être dire tiens, si on partait au Pays Basque. En fait, on va trouver cette troisième histoire, le 1 + 1 = 3, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir revenir à là. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que parfois, le voyage aussi est une forme d'appréhension, de découverte de soi. C'est qu'on voit aussi nos propres fissures, nos propres côtés parfois figés, qui que nous soyons. Pourquoi on est figé parfois? Parce que c'est des outils de survie aussi. On est ancré comme ça, on ne peut pas changer, parce que si on change, il faudra qu'on soit tout autre. Et qu'est-ce qui nous fait peur? C'est d'être tout autre. Voilà, même si je me suis mal bâti, si la vie m'a emmené des choses qui m'ont mis de travers, si je suis encore debout, c'est parce que j'ai pu faire ça. Et donc je vais me rigidifier autour de tout ça. Toi, l'autre, tu me dis quoi? Qu'il va falloir que je m'adapte à toi. Donc tu veux me dire qu'il va falloir que je me défasse de ce que j'ai solidifié pour pouvoir survivre? Ça va être très difficile. Et parfois, on ne le peut pas. Sauf si, en effet, on va mettre la relation, c'est-à-dire le voyage, le couple, là-haut. C'est-à-dire que notre projet à toi et à moi n'est pas d'avoir raison sur cette distance, mais simplement que nous passions un bon moment ensemble. Donc on va essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc on va essayer de faire tomber quelque part la carapace de certitude qui va nous rigidifier et qui va nous faire devenir rocher, alors que dans le voyage, il faut qu'on soit souffle. C'est le seul moyen de pouvoir traverser les choses. Si on est rocher, on devient extrêmement lourd en permanence. Et puis on ne va plus pouvoir rien faire. Donc on remercie Pascal. Oui, à bientôt peut-être l'année prochaine. Et puis pour ceux qui sont intéressés par mes petites conférences, c'est toujours le même principe. C'est toujours cher, donc la gratuité n'est jamais donnée. Non, c'est une blague, c'est toujours gratuit. Vous allez sur mes sites et vous trouvez, j'en fais à peu près tous les mois. Voilà. Donc dans différents thèmes, notamment c'est surtout sur les relations avec l'autre et à travers le voyage ou plein d'autres choses. Merci beaucoup encore. Donc vous regardez sur le site Pascal Dion. Si vous tapez Pascal Dion, la dernière est sur le site. Ne tapez pas trop fort.